Bien, bonjour à tous et merci d'être avec nous. Nous sommes avec vous jusqu'à 14 heures. On va recevoir dans un instant Madame Laurence Roumana, elle est directrice du département d'ingénierie universitaire des Antilles. Elle va parler d'une formation d'ingénieur. Elle nous disait tout à l'heure qu'il y a encore des places, donc ce sera le moment de vous inscrire. Elisabeth Gustave, elle est directrice du festival Monde en Vue, sera aussi notre invitée dans un instant. Elle sera suivie de Jacqueline Pavilla, qui est entrepreneur, et puis encore une femme, mais pratiquement que des femmes aujourd'hui, Eliane Arnel Cancel pour la pièce de théâtre sujet au Archimède, qui sera pour représenter demain gratuitement à Sonis, mais je ne sais pas s'il en reste encore des places. Et Evelyne Ademar, chronique ABC des entreprises, avec elle on parlera de la tenue des assemblées générales. Sinon, l'actualité est marquée par les choses qui se déroulent ces jours-ci dans notre pays. Normalement, ce rallye emploi, 150 postes sont à pourvoir. Vous voyez qu'il y a encore du travail pour certains Guadeloupéens. Donc, Maxime Morel s'est rendu sur place. On fait un petit tour du côté de l'opération qui s'est déroulée ce week-end, Partir en livre, une opération organisée par le Conseil général pour permettre aux Guadeloupéens et aux Guadeloupéennes de lire davantage. Et donc, c'est une grande opération qui se fait chaque année en France. Et cette année, elle a pris une couleur particulière dans notre pays. Et puis, on fera un petit tour sur les amateurs d'aéronautique avec Gérard Loiseau. Voilà un peu le sommaire de ce ZCL News. Et comme tous les jours, petit parole à pays là, ramasser de rive. Alors, Michel commence à ramasser de rivailles. Financièrement, il commence à remonter la pente. Pratiquement des expressions là, ça. Donc, on ramasser de rivailles, ça veut dire que financièrement, ça fait aura une meilleure. Pratiquement de ça là. C'est tiré toujours de à l'aise pour parler créole, Marie-Noël Rocoq, Maurice Benjamin, dit Benzo. Et réfléchissez un petit peu sur ce petit mot. Alors, Madame Roumana, merci d'être avec nous. Vous allez nous parler de formation d'ingénieur, mais nous sommes à la fin de l'année universitaire quand même. L'année a été bonne d'une manière générale malgré la Covid. Oui, alors si je peux, d'abord je tiens à vous remercier de m'avoir invité sur le plateau pour permettre de présenter ces formations ingénieurs. L'année a été bonne, oui. L'an passé, on a diplômé une vingtaine d'étudiants, donc c'est bien, avec un taux de réussite proche de 97%. Ah bon, à ce point-là ? Ça, c'est très bien. Ah ben. Et surtout, ce dont on est très fier, c'est qu'on a eu, avant diplomation, un taux d'embauche de l'ordre de 75%. Ouais, ben donc, voilà. Donc à travers ces chiffres, ce que je pense qu'il est intéressant de retenir, c'est que ce sont des formations qui sont bien évidemment adaptées au développement de notre territoire, au développement durable de notre territoire, ça c'est important et on y tient. Et donc, et donc les jeunes qui sont chez nous arrivent bien évidemment à trouver un emploi sur les territoires, parce qu'il y a quand même Guadeloupe, Martinique et même la Guyane. Même la Guyane, oui. C'est une bonne cuvée, alors on peut dire. C'est une bonne. Mais en général, nos élèves sont de bonnes cuvées. Mais il faut reconnaître, il y a une sélection, bien évidemment, à l'entrée, et on se retrouve avec des élèves qui sont motivés. C'est ça. Mais alors, comment vous expliquez je pose la question parce que c'est une question qui était à l'ordre du jour. L'année dernière, enfin non, au cours de l'année, ils ont sorti une sorte de hit parade des universités, et j'ai vu que la Guadeloupe, l'université des Antilles, n'était même pas classée, malgré des résultats aussi bons. Alors, je ne comprends pas. Oui, c'est possible. Alors peut-être que aussi notre public aussi, ce qu'il faut. Alors je sais pas. D'abord, il faut savoir. J'avoue que je suis pas trop au courant du classement déjà, donc j'aurais du mal à en parler. Oui. Voilà. Oui, c'est un classement. Et puis les classements, vous savez, il faut savoir. savoir sur quelles sont les bases des classements. C'est important aussi. Oui. Voilà, parce qu'on classe. Je vois que nous en recherche, on va classer sur les brevets, on va classer sur beaucoup de choses qui des fois sur nos territoires sont pas vraiment notre première motivation. D'accord. Bon, alors, on va parler un petit peu de cette formation d'ingénieur qui est à l'ordre du jour, puisque elle a déjà débuté, et il y a encore quelques places. Voilà. Alors, elle a débuté depuis 2012, en fait. On en est à l'an passé, en avril, là, on a fait les cérémonies, on était à notre 9e génération d'ingénieurs formés. Ce sont des ingénieurs, donc...
En fait, on leur donne comme colonne vertébrale parce qu'on tient à préparer nos jeunes aux différentes transitions qui vont arriver et qui arrivent déjà, hélas, que ce soit la transition énergétique, la transition écologique, les transitions sociales. Et donc, on tient à les former justement à affronter ces problématiques. Oui. Et donc, voilà, enfin, j'oublie la question d'ailleurs pour tout le monde. Non, je demandais cette formation, comment ça va s'organiser pour les jeunes, puisque vous m'avez dit qu'il restait encore des places. Donc, depuis 2012, on est créé, on est à la 9e génération d'ingénieurs formés. Oui. Et là, nous sommes en pleine période de recrutement. Et donc, des places, les jeunes peuvent toujours y inscrire jusqu'au 17 juillet sur le site de l'université. De l'université. Voilà. Et cette formation dure Alors, elle dure 3 ans. C'est une formation qui est habilitée par la commission des titres d'ingénieurs, ce qui lui donne un label de qualité. Les élèves ingénieurs qui sortent de chez nous ont les mêmes titres que les formations ingénieurs reconnues par la CTI. Tout à fait. Et on va commencer, là, en septembre-octobre, les nouvelles pour les primo-rentrants. Oui. Et donc, un jeune qui est formé à l'université ici, parce que souvent on dit qu'on forme des jeunes et puis il n'y a pas d'emploi au bout. Non, mais c'est ce que je vous dis, voyez-vous, nous on arrive à les former à 97%, 72%. J'insiste sur chez CIF parce qu'ils sont bons, 72% avant diplomation. Et je pense ce qui fait qu'ils arrivent à se former, c'est qu'en fait, dans les formations ingénieurs, on fait appel à beaucoup d'industriels, c'est normal, c'est une formation professionnalisante. Et du coup, nos jeunes ont le temps de se former un réseau avec les différents intervenants. Les intervenants les connaissent. Et donc, du coup, ils ont un peu leur carnet d'adresses. Voilà. Beaucoup sont pris après le stage de 6 mois, qui est le stage d'ingénieur de fin d'année. Et puis d'autres font appel à leur carnet d'adresses qu'on a mis à leur disposition. Donc, ça veut dire qu'un jeune qui est formé à l'université ici, il peut quand même travailler dans son pays, il n'est pas obligé de s'exiler au Canada ou bien sûr. Alors ça Dubaï. arrive, ça arrive qu'il y en a des fois, voilà, mais parce qu'il faut qu'ils voyagent aussi aux jeunes. Mais oui, on a un taux d'embauche sur les territoires, j'insiste, qui est quand même qui est très honorable. On est assez fiers de ça. Et donc, si je comprends bien, cette formation est en regard de la demande, c'est-à-dire il y a une offre et une demande aussi. C'est-à-dire bien sûr. Oui. Vous savez, les 2 thématiques qu'on a choisies, énergie renouvelable, matériaux, recyclage de matériaux, économie circulaire et tout ça, on les a choisis parce que c'est un besoin du territoire. Oui. D'ailleurs, on aimerait s'ouvrir alors là, on va être accrédité, vous savez, les formations ingénieurs, tous les 3-4 ans, reçoivent ce qu'on appelle la commission des experts de la commission des titres d'ingénieurs, et c'est eux qui nous donnent l'accréditation. Et on n'aimerait pas celle-là, là on va être accrédité en novembre, c'est trop court, hélas, mais on aimerait à la prochaine proposer 2 autres formations ingénieurs, 2 autres diplômes d'ingénieurs, un en agronomie, vous comprenez bien, si jamais on veut notre autonomie alimentaire, il faut aussi qu'on ait des jeunes qui soient formés dans ce domaine-là. Et puis la deuxième filière qu'on aimerait ouvrir, enfin le diplôme, c'est sur l'eau. Oui. Voilà. Et en matière, la matière au niveau de l'agronomie, quel va être un grossièrement le plan de formation? C'est sur quoi? Sur 5 ans aussi? C'est toujours pareil, c'est-à-dire que nous, on recrute à Bac+2, Bac+3, donc on recrute qui? On va recruter des classes préparatoires, on va recruter des DUT, on va recruter des licences en 3e année, on va recruter des masters qui peuvent rentrer dans ce qu'on appelle, nous, notre 2e année. Et ça sera toujours le même type de recrutement. Voilà. C'est 5 ans, en gros. Et donc ça fait pour le jeune après le bac, c'est Bac+5. Ça équivaut à un master. Alors les gens qui viennent de passer le bac là aujourd'hui peuvent encore s'inscrire jusqu'au 17. Alors ils ne peuvent pas s'inscrire chez nous parce que nous on est une école à Bac+2, Bac+3. Donc il faut soit qu'ils fassent des classes préparatoires, soit qu'ils fassent une licence qui est en adéquation. Moi je les invite à aller sur le site et à voir un petit peu les informations pour le recrutement. Et surtout ce que je dirais aux jeunes, c'est que quand on recrute, on a une sélection sur dossier, donc on a une commission qui sélectionne les dossiers et ensuite on a une commission d'audition. Voilà, l'agent sort justement, on a auditionné certains candidats et ce que je dirais aux jeunes, c'est que surtout ils se limitent pas. Voilà, ils se limitent pas. Voilà, quand on dit que c'est une formation sélective, les jeunes des fois ils ont peur d'y aller. Nous ça nous est arrivé, des jeunes se sont dit mais je n'osais pas, c'est mes parents qui m'ont dit d'y aller. Et en fait ils y ont été et puis ils ont bien réussi. Donc qu'ils ne fassent pas de l'auto-limitation. Voilà, ce qui nous laisse
les juger, voilà. Oui. Ah bon, quand même, oui, mais enfin, quand vous dites sélectif, obligatoirement un jeune qui n'a pas de mention bas, qui se dit est-ce que ça vaut la peine Non, que parce j'y que aille? vous savez, des jeunes, vous savez, la jeunesse a des parcours des fois tellement diversifiés que les notes ne traduisent pas toujours l'engouement d'un jeune. Oui. Donc, quand on fait l'audition, ça nous sert à ça, à voir un petit peu quelle est sa motivation. Oui. Si le jeune n'est pas motivé, c'est sûr qu'il ne va pas réussir. Oui. Mais en général, les jeunes qui rentrent dans nos formations, comme ce sont des formations professionnalisantes, même si dans les années antérieures, bon, il a tenu la barre, mais bon, c'était un peu... Oui. Quand ils rentrent Limite. chez nous, en général, comme ils sont hyper solidaires, nos jeunes, en plus, ils arrivent à se tenir et à se hisser vers le haut. Et en troisième année, on a de très bons élèves. Parce que le développement durable, c'est quelque chose qui est très demandé en ce moment. C'est très demandé, vous savez, et on se rend compte, là, pour la prochaine accréditation, on va renforcer encore cette partie, parce qu'on se rend compte, on l'a toujours fait, hein, ça a été la colonne vertébrale de nos formations, mais on se rend compte qu'il faut qu'on la renforce, parce qu'on les prépare peut-être pas suffisamment encore à affronter ce qui arrive. Alors affronter, ça fait peur, mais il faut surtout pas avoir peur. Je pense qu'au contraire, c'est des opportunités de métier, des opportunités de changement de société. Enfin voilà, il faut saisir la balle au bon. Quand par exemple, je prends un exemple concret, le problème, par exemple, des sargasses en Guadeloupe qui se pose avec récurrence, quel type d'ingénieur pourrait s'attaquer à cette problématique et trouver des solutions? Nos deux catégories d'ingénieurs, que ce soit la catégorie ingénieur matériaux, parce qu'ils s'assisent à du recyclage finalement de la bioressource locale, parce que ça peut être une bioressource, les sargasses, que ce soit les énergéticiens pour la valorisation énergétique des sargasses. Oui. Donc là, je pense que les deux sont aptes à ça. Et on en a besoin. Et on en a certainement besoin. On a besoin, vous savez, moi quand je regarde par exemple, là aussi on va reporter aussi un petit peu la partie polymérique, les plastiques. Oui. Quand on se rend compte de toute cette matière première, finalement c'est des déchets, mais ces déchets peuvent être une matière première. Ils ne sont pour pas réutilisés, c'est ça, c'est le recyclage en fait. Ce qu'on fait, c'est qu'on les exporte finalement, alors qu'on pourrait très bien les traiter ici. Oui. Voilà par exemple très bien ce que pourrait faire un ingénieur matériaux. Oui, j'ai vu que, bon, c'est vrai que... Et c'est l'avenir, parce que je pense que, bon, on ne va pas pouvoir... Vous voyez, tout est cher maintenant. L'essence, le pétrole est cher, le transport est cher. Donc, il faut bien que nous, on arrive sur nos territoires aussi à développer des choses pour être de plus en plus en autosuffisance. Et je pose la question là, c'est aux professeurs, c'est-à-dire que vous êtes aussi à la pointe du progrès. Je veux dire que des choses qui ne se faisaient pas il y a 20 ans et aujourd'hui, qu'on est obligé d'y penser. Bien sûr, bien sûr. Nous, on travaille. Alors, je ne sais pas si vous faites appel à la recherche, mais par exemple... Au niveau de la recherche, de la recherche, je pense qu'au niveau de l'université, il y a beaucoup... Sur les sargasses, il y a beaucoup de... J'ai vu que Mme Gaspard avait fait un travail assez important au niveau de la sargasse. Bien sûr, je ne sais pas ce que ça a donné, d'ailleurs. Mais c'est toujours... Alors, vous savez, nous, dans la recherche, on développe et on trouve des choses. Après, peut-être le palier qui va manquer, mais qui n'est pas spécifique à nos territoires, c'est de la valorisation. La valorisation des recherches. Et voilà, parce que nous, c'est difficile de faire la recherche, l'enseignement, la valorisation et tout ça. Donc, il manque certainement... Et la valorisation dépend de qui? C'est qui, ça? Des entreprises. La valorisation dépend de qui? La valorisation va dépendre peut-être des entreprises, peut-être aussi des pouvoirs publics aussi. Alors je vois que là on travaille sur un projet qui est un projet sur Audacia de centre de valorisation et de caractérisation des matériaux qui serait mis à disposition des entrepreneurs et des entreprises. Donc ça peut être, voilà, c'est ce genre de structures qui sont des structures intermédiaires entre le chercheur et la vente du produit. Voilà. Oui, et vous arrivez à trouver la mutualisation. On est en phase, en phase de construire, mais il faudra mutualiser. De toute façon, c'est évident qu'on ne peut pas faire autrement que de mutualiser. Nous, dans les travaux recherche, je trouve que on travaille de plus en plus avec des industriels. Voilà, nos recherches sont de plus en plus associées à des besoins d'industriels. Voilà, moi, par exemple, je travaille sur le recyclage des matériaux, des matières plastiques et tout, mais c'est avec des industriels, la durabilité des matériaux. Mais il y en a d'autres, hein, je veux dire, je ne veux pas m'attarder sur cette recherche-là en particulier, mais
la recherche évolue sur le territoire de plus en plus en ce sens. D'accord. Voilà. Donc, mais la recherche, ce sont les labos de l'université. Oui, en fait, c'est ça. Oui. Et c'est à côté des études. Comment ça se passe? C'est-à-dire que le jeune, il peut avoir accès à ces labos ou il faut arriver à un certain niveau de connaissance? Alors, le jeune, dans sa formation, a accès à nos équipements. Oui. C'est normal, puisque c'est des équipements très lourds et donc ils sont formés à l'utilisation de ces équipements. Mais après, ce qu'il faudrait, pour une utilisation plus large, c'est qu'on ait ces fameux centres qui soient mis à disposition pour les entreprises. Oui. Voilà. Mais qui peuvent échapper à l'université. Voilà, je ne suis pas sûr que ça soit le rôle de l'université de tenir ces centres. J'ai vu récemment un document montrant que dans un pays, je crois que c'est au Mexique, avec les sargasses, ils arrivent à faire des briques. Des briques, bien même sûr, du papier. Bien sûr, même du papier. Bien sûr. Ouais. Oui, après, il faut étudier la rentabilité, il faut regarder. Sûr. Mais après, il y a toute une étude à faire, bien évidemment, derrière tout ça. C'est peut-être le rôle des universités. Mais des matériaux de recyclage, hélas, on n'a que ça. C'est pour ça qu'on a tous ces problèmes de déchets. On voit un peu le nombre de déchets qu'on balance ici. Vous comprenez, voilà. Oui, qui aurait un travail à faire sur le recyclage. Bon, écoutez, alors, ce que je voulais peut-être juste dire, pour revenir aux formations ingénieurs, c'est qu'on est conscient, vous savez, un jeune qui a fait de sa maternelle jusqu'à Bac plus 5 en Guadeloupe, on pourrait se dire, il faut qu'il sorte. Oui. Voilà. Alors, d'une part, moi, je voudrais revenir... Il faut qu'il sorte, mais il faut qu'il revienne. Voilà. Et donc, j'aimerais revenir un peu sur ce paradigme qui était qu'à chaque fois, le jeune, quand il a son bac, il faut qu'il parte dans l'Hexagone ou au Canada. Mais on se rend compte, la difficulté, c'est que le jeune, comme il part à ce moment-là, en fait, il va faire ses études, il va trouver son premier emploi, il va trouver son compagnon, sa compagne, il va faire des enfants, tout ça. Et quand il va vouloir revenir à 40 ans... Il s'implante hors de Guadeloupe. Quand il va revenir à 40 ans, il faudra finalement le réadapter aux conditions de travail d'ici, qui sont évidemment spécifiques. Donc c'est pour ça que nous, on tient à créer ces formations pour que le jeune y reste sur le territoire, il connaisse son écosystème socio-économique, ça c'est très important, mais nos jeunes quand même sont amenés à partir, parce que d'abord on a des conventions avec d'autres écoles, donc ils peuvent faire un semestre, une année à l'extérieur, et puis ils sont obligés de partir à l'étranger, donc on a... tous nos jeunes partent 3-4 mois obligatoirement, c'est une obligation de la commission des titres d'ingénieurs, partent 3-4 mois à l'étranger. Et on accueille dans nos formations une dizaine d'étudiants, 10% à peu près d'étudiants étrangers. Donc tout ça, ça permet quand même à nos jeunes, même s'ils restent sur le territoire, d'abord d'être confrontés et de connaître d'autres cultures, et de toute façon, de par leur stage, ils sont obligés de couper le cordon ombilical, si on veut dire, ou de voir autre chose, et d'ouvrir un peu... Et les étudiants qui viennent de l'étranger, viennent de la Caraïbe ou Très peu, hélas, de la Caraïbe. Alors on a eu des Haïtiens, parce que d'abord la Caraïbe, va y avoir le problème de la langue, évidemment. Donc Haïti, pays francophone, on a des étudiants haïtiens. On a eu des étudiants cubains et généralement ils viennent quand même des pays de l'Afrique, quel que soit, voilà. Mais ça fait des mélanges, mélanges de cultures, voilà. Et nous on est très fiers. Et ils veulent revenir et ils nous font de la pub. Après, une fois que la mayonnaise a pris, après, donc ça fonctionne bien. Donc en résumé, des jeunes qui ont au moins Bac plus 2 peuvent candidater. Bac plus 2 peuvent candidater, bien sûr. Il faut aller sur e-candidat, sur le site de l'université. Je les invite avant, s'ils veulent, à regarder notre site internet, spécifique formation ingénieur, où on explique un peu... Mais les cours ont déjà commencé? Non, les cours vont commencer en septembre. En septembre, quand même. Voilà. Donc, la jauge, c'est combien d'étudiants à peu près? La jauge, alors nous, on s'est fixé à 15 étudiants. Et en général, on est à peu près à une dizaine d'étudiants par promotion. D'accord. Voilà. Ça suffit? C'est bien parce qu'après, il faut les classer. Il faut les placer. Voilà, ces étudiants, on est surveillés sur ceux qui rentrent et ceux qui sortent, comme on dit. Et effectivement, on est très attentifs et on aide nos élèves, ceux qui peut-être n'arrivent pas à se placer tout de suite. Voilà, on travaille avec le monde socio-économique, justement, pour réussir à placer nos jeunes. Bien. Écoutez, Madame, merci d'être venue dire ça à nos jeunes Guadeloupéens. Donc surtout, ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut surtout pas hésiter. Ces formations-là, elles sont pour nos jeunes. Ce sont des bonnes formations. Les élèves, quand ils partent ailleurs, par exemple, faire un semestre dans les INP, qui sont les instituts nationaux polytechniques, qui sont quand même des écoles reconnues, ils n'ont aucune difficulté.
Donc voilà, ils ont pas, voilà, ils réussissent très bien. Ils sont pas en retrait, ils sont au niveau, ils sont au bon niveau. Ils sont au bon niveau, voilà. Donc ces formations sont faites pour nos jeunes. Si on a de bons professeurs, on ne peut pas avoir de mauvais étudiants. Les deux sont nécessaires, je pense. D'accord, je pense aussi. Voilà. Mais il est 12h50. On va venir sur le premier sujet. On peut y aller. C'était c'était l'ouverture de l'opération Partir en livre. On l'a déjà, c'était ce week-end à la résidence, le Conseil général, chaque année, avec le Centre national du livre en France, propose des animations autour de la lecture parce que, malgré tout, le taux d'alphabétisation n'est pas encore suffisamment d'analphabètes en Guadeloupe existe. Il y en a encore, malheureusement. Et donc, la lecture, c'est un moyen de se cultiver, c'est un moyen de communiquer autrement. Et c'est en ce sens que le Partir en livre est nécessaire. On regarde ce reportage de notre ami Gérard Loiseau. Le département tient à renouveler encore son support et tout son enthousiasme autour de Partir en livre, mais comme sur d'autres opérations aussi. Mais il nous tient à cœur vraiment aujourd'hui de revaloriser toutes nos politiques de lecture publique. Et je parle même de sacraliser, resacraliser le rapport que l'on a avec le livre, le support papier. Et c'est vrai qu'avec les difficultés d'illettrisme, avec toutes les autres conjonctures que l'on connaît, où on sait qu'il y a un détachement, il y a des fois des ruptures avec certaines pratiques, et bien, il nous appartenait, sans jeu de mots, de nous reconnecter avec le livre. Et Partir en livre, comme bien d'autres opérations, mais sont aussi la preuve de cette volonté affirmée de l'exécutif départemental. Partir en livre, c'est la grande fête du livre jeunesse qui est célébrée hors des murs des bibliothèques. C'est-à-dire qu'on sort de sa bibliothèque et on porte le livre au niveau de ce public jeune, des familles qui sont sur leur lieu de loisir pendant ces grandes vacances. Donc on va se retrouver hors les murs, en différents lieux, plages, rivières, parcs, etc. Rendez-vous au bord de l'eau, rendez-vous à la campagne, rendez-vous dans les jardins, au pied du volcan, dans les forts. Voilà, vous allez redécouvrir les livres de jeunesse. Il y a une grosse sélection sur les livres de l'amitié qui a été faite. Le thème de Partir en livre cette année, c'est l'amitié. Nous vous invitons à partir en livre avec nous en toute amitié. Bien oui, nous sommes partis en livre, pas en live. 12h52, première pause. On se retrouve tout à l'heure avec nos autres invités. Vous êtes toujours dans le ZCL en direct de ZCL News, de Canal 10, de aussi RHT et de C10FM. À tout de suite. Voilà, on revient sur le plateau du ZCL News. Toutes les femmes sont là. Elles sont 4. Il manque même une 5e. Elle viendra tout à l'heure. Elisabeth Gustave, bonjour. Bonjour. On va parler culture avec vous, puisque vous êtes directrice du festival Monde en Vue, mais aussi responsable de la Awawa Culture. On va recevoir aussi une entrepreneur, Madame Jacqueline Bavilia, bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. On va accueillir une comédienne, metteuse en scène, écrivaine, enfin bon, elle est tout. Eliane Arnel-Cancel, bonjour. Bonjour. Elle est Gertie et elle est accompagnée d'une comédienne, puisque demain soir, Madame Muda, demain soir, on va rejouer Gertie Archimède. Rejouer à Sonis, oui. Oui, à Sonis, Gertie Archimède. Alors, juste une question avant de revenir à ces autres dames. Pourquoi faut-il rejouer Gertie Archimède ? Eh bien, parce que, comme tout le monde, nous savons bien que le culturel a été impacté, donc nous avons dû cesser notre tournée. Donc, on reprend à la demande du public. Oui. Donc, nous serons à Sonis demain et à Basse-Terre le 2 juillet, samedi. Oui. Alors, vous êtes venu avec une comédienne, puisqu'il y a 2 Gertie dans la pièce, c'est ça ? Eh bien, effectivement, parce que c'est toute la vie de Gertie Archimède. Les gens connaissent Gertie lorsqu'elle est devenue avocate, la première femme avocate, la première femme, etc. Mais pour devenir la première femme avocate, cette femme a dû lutter, parce que dans cette société patriarcale des années 20-30, face à son père, d'ailleurs le seul homme de la pièce c'est son père, elle a dû tenir bon. Et grâce à sa grand-mère, rôle tenu par Aline Mugerin, parce que sa grand-mère a joué un grand rôle dans sa vie. Oui. Donc la pièce retrace sa vie depuis son enfance jusqu'à sa mort quelque part. D'accord. Donc c'est pourquoi beaucoup de gens connaissent Gertie, même à Basse-Terre, où elle siège sous le boulevard, on voit la statue. Elle a été première avocate. Ils ne savent même pas qu'elle a été maire de Basse-Terre. Donc c'est surtout, la première partie, c'est son combat
dans ce monde où la femme avait très peu de place, foyer, enfants, des métiers réservés rien qu'aux hommes, eh bien, elle a commencé, elle a ouvert la voie aux femmes. Et si aujourd'hui il y a des femmes entrepreneurs, s'il y a des femmes pilotes, des femmes même mécaniciennes et tout, c'est parce qu'elle a ouvert la voie. D'accord. Donc c'est toute sa vie. Hein. Je crois qu'il y a un personnage, une personnalité politique qui a vu la pièce, je ne vais pas le nommer, on le connaît très bien, mais je ne vais pas le nommer. Ah bon, pourquoi? Il a dit, ben, je peux dire, hein, c'est Victor Hurel, puisqu'il a vraiment été enchanté, il a dit, je connaissais Gerty, mais là j'ai appris des choses. Oui. Ah ben, il a remercié, voilà. Donc il a même mis sur son blog, enfin je ne sais pas comment, je n'utilise pas ça, Facebook, oui. que c'est une pièce à voir. Oui. Mais je dis à la population, on prend beaucoup comme exemple Rosa Parks. Oui, elle s'est assise pour que les autres se lèvent, etc. Mais cette femme que nous avons, notre histoire, nous avons une référente, Gerty Archimède, qui a été vraiment une femme politique et avec une vie vraiment, elle a donné l'exemple. Oui. Parce qu'on ne peut rien lui reprocher, sinon d'avoir œuvré pour la Guadeloupe, pour changer la condition et l'avenir des femmes, mais pas que. Elle a beaucoup fait, la sécurité sociale, par exemple, avec Ozan Girard, c'est grâce à eux. Hein, les communistes étaient au pouvoir à l'époque. Et quand je dis communiste, voilà une femme qui avait une grande foi. Elle était croyante. Elle priait beaucoup. Alors, elle était à la fois elle communiste était croyante. et croyante. Elle avait une sœur religieuse, oui, oui. mais elle-même, elle était croyante. Et personne, il y a beaucoup qui l'ignorent. Parce qu'elle a rejoint les communistes parce qu'après la guerre, on sait très bien que ce sont eux qui étaient au pouvoir. Et c'est grâce à eux, ils avaient des convictions proches des siennes. Et elle a pu donc œuvrer pour la Guadeloupe. Oui. Mais elle avait une foi, elle était catholique. Même si elle a été excommuniée quand même. Hein. Ah bon, quand même? Parce qu'à cette époque, l'Église était vraiment imbriquée dans la politique. Et l'Église catholique et le Parti démocrate chrétien voulaient l'attirer à lui, les socialistes et tout. Mais elle a choisi finalement les communistes. Oui. Mais elle était croyante. D'accord. Et vous n'avez même pas dit qu'elle était aussi à l'origine de l'UFG? Oui, en 1935. Oui. 1945, du moins, elle a créé l'UFG, l'Union des femmes guadeloupéennes. Oui. Voilà, c'est une grande dame. À l'origine de l'ACRA aussi, pour le créole. Elle a désamorcé l'affaire Skinsky en 1967, parce qu'elle n'était pas mère, elle n'était plus mère, on est allé la chercher. Elle était la seule à pouvoir désamorcer, et ça a pété après tapis finalement. Oui, mais elle a joué un rôle vraiment important. Alors, vous êtes Gerty à quelle époque, vous? Eh bien, il n'y a qu'à me regarder. Hein. Oui. Gerty mûr, Gerty plus jeune. Oui, alors Gerty plus jeune. Alors, Madame Bouda. Oui. Alors, comment vous êtes entrée dans le personnage? Quand je suis entrée dans le personnage... Comment êtes-vous entrée dans le personnage? Le personnage m'a plu tout de suite parce que pour moi, c'était un personnage très important. Surtout que moi, je suis une femme et j'ai vu qu'elle militait énormément pour la femme. Alors, tout de suite, ça m'a plu d'être Gerty. D'accord. Et vous faites Gerty à quelle époque, vous? Jeune, quand elle est entrée au lycée pour pouvoir se former, prendre son bac, et puis après, aller en France pour pouvoir être avocate. D'accord. Et donc, alors vous me disiez tout à l'heure, Madame Cancel, qu'il y a une rue Gerty Archimède en France? Ah, dans le 12e arrondissement, il y a une rue qui porte le nom de cette grande dame. Oui. Et la population parisienne ne connaît pas, même nos compatriotes là-bas. On sait, oui, elle a fait beaucoup pour la femme. Mais pas que pour la femme, j'aime pas trop entendre ça. Oui. Bien que, bon, je dis que c'est un modèle pour nous, femmes, mais... Elle est à l'origine de la sécurité sociale, je l'ai dit. Elle a fait beaucoup pour les vieux travailleurs salariés, pour la femme, la condition de la femme. Je vous dis quelque chose. Le directeur de la CAF a vu la pièce et l'a achetée pour toutes les dames. Ah oui, voilà. On dit ça. Oui, parce que nous avons joué, c'était le 10 mars 2020, juste avant. Voilà. Nous avons joué à Proto. Et vous savez qu'à la CAF, s'il y a 300, je ne dis pas, je donne un nombre comme ça, s'il y a même 200 employés, il y a 150 femmes. Donc, il l'a acheté et il y avait des femmes dans la salle ce jour-là. Et je crois qu'elles ont été ravies parce qu'elle a beaucoup fait pour la femme, les femmes qui élevaient seules plusieurs enfants sans aide sociale. Elle a fait en sorte que les lois françaises appliquées en France le soient aussi à la Guadeloupe. D'accord. Autre chose, pourquoi là, aujourd'hui, enfin ce qui se passe demain, la pièce demain, elle est gratuite? Alors, il se trouve simplement que Cap Excellence
a voulu acheter la pièce, ne serait-ce que peut-être que pour redémarrer la saison culturelle. Ils nous ont fait confiance, sachant que c'est un personnage historique. Donc, c'est sur invitation. Et là, il n'y a plus de place, de toute façon. Il n'y a plus de place. Donc... Tandis qu'à Basse-Terre, oui, le 2 juillet, donc nous je jouerons... verrai à Basse-Terre. à l'auditorium de Basse-Terre. Jérôme Clélie, nous jouerons le 2 juillet à 20h. Bon, on verra. Mais cette fois-ci, c'est payant. Je verrai ça. Je veux tout de même Madame Gustave, qui est aussi dans la culture. C'est la rentrée ou c'est la sortie en ce moment, au niveau culturel pour la Wawak? Bon, on va dire que c'est la continuité, il n'y a pas de fin en fait. Il n'y a pas de fin? En juillet et en août, on a de très belles expositions, on a pas mal de choses. Il y a le Black Market qui vient d'ouvrir là? Il y a le Black Market qui dure jusqu'au 3 juillet. Oui. Et puis, nous avons aussi une exposition avec Aquaba, Jocelyn Aquaba. Oui. Alors, je crois que vous êtes en train de voir l'affiche du Black Market. De Black Market, l'inauguration a eu lieu jeudi dernier. Voilà, avec 40 artistes qui viennent... Alors, c'est pas le pour le faire, quand même. C'est pas le pour le faire. Non, c'est pas là pour l'art de faire parce qu'il y a une sélection un peu plus accrue. Oui. Parce qu'on a moins d'espace déjà, et aussi parce que c'était une volonté, je pense, de Thierry Allain de changer la donne. Alors, la poule art fair va probablement revenir, mais il a voulu avoir 2 types d'expositions, 2 types de foires. D'accord. Une foire plus grand public et puis une foire un peu plus sélective. Oui. Et la culture continue pendant les jours qui viennent? Eh bien oui, parce que déjà nous avons cette exposition d'Aquaba qui est absolument à voir. Oui. Donc vous aurez dans la salle l'exposition Aquaba, plus les 40 artistes de la j'allais dire la poule art fair parce que j'ai l'habitude, du Black Market. Et bientôt, le 7 juillet, nous avons Henri Tolio qui vient. Il est guadeloupéen, il habite en Martinique. Et il vient faire une exposition sur l'ADN Caraïbes. Donc c'est vraiment une thématique. Ça s'appelle l'ADN, justement. Je me posais la question, pourquoi ADN? Mais parce qu'en fait, il travaille sur cette notion du tout-monde. Donc, je crois qu'il a pris une centaine de personnes, leur a demandé de faire des recherches sur leur ADN. Oui. Et on sait bien qu'à partir du moment où on va chercher dans l'ADN, on a toutes les surprises du monde. Oui. Et je pense qu'il utilise cette réflexion qu'il mène d'un point de vue artistique pour montrer que de toute façon... on vient de partout et de nulle part, quoi. Que les humains, finalement, sont bien plus proches qu'on ne le croirait. Je ne vous ai pas posé la question. Vous avez vu Gertie Archimède, l'ami du peuple, la pièce? Non, mais j'ai très envie, donc j'irai à Basse-Terre. Donc finalement, oui, moi aussi, parce que finalement, oui, parce que je suis comme ne répondait pas, il faut dire ça, hein, qu'on a essayé. Je viens de Morne-à-l'Eau, donc on n'arrête pas de parler de Gertie Archimède à Morne-à-l'Eau, vous pensez bien? Voilà. Son buste là. Je crois que les jeunes ne connaissent pas. Justement, il faut une référence. Nous avons des personnages auxquels on peut se référer. Gertie Archimède en est. Vraiment, c'est quelqu'un de formidable. Et je crois que la laisser comme ça, j'en ai parlé à M. Boyau, qui est responsable culturel de l'événementiel à Basse-Terre. Je dis, elle est là, elle est assise, on croit qu'elle se repose sous le boulevard, on passe, les oiseaux, voilà. Non, cette femme ne s'est jamais reposée, elle a travaillé pour la Guadeloupe. Vous savez elle a reçu une demande en mariage vraiment, mais oui, monsieur Zandonis, vous ne le savez pas. Je ne savais pas, non, voilà, d'une personne très éminente là-bas, un chef politique, je ne vais pas dire son nom. Oui. Elle a refusé parce que non, je dois retourner dans mon pays pour aider les femmes, pour aider mon pays, etc. Promouvoir l'évolution sociale et morale de mon pays. Et vous n'avez même pas dit qu'elle a reçu Angela Davis? Oui, en 69, lorsqu'elle est arrivée, elle revenait de Cuba avec quelques patriotes, elle a été arrêtée. On est venu chercher Gertie Archimède, qui a pu faire en sorte qu'elle soit libérée et qu'elle retourne dans son pays. Mais je crois que c'est sans les livres, je crois. Oui. Mais voilà. Alors, Rokhaya Diallo est prévu bientôt aussi? Oui, le 8 juillet, on a un dîner gala avec Rokhaya Diallo qui présente Ayo Tometi. Ayo qui s'appelait à l'époque Opal, elle a changé son nom. Alors c'est une afro-américaine d'origine nigérienne qui est connue parce qu'elle est la cofondatrice du Black Lives Matter. Alors je crois que
le Black Lives Matter doit bien avoir 8 ans, mais a connu une espèce de ferveur l'an dernier à la mort de cet Américain tué par le policier, George Floyd. Et depuis, elle voyage aussi dans le monde pour pouvoir justement trouver les liens. Et elle s'intéresse beaucoup à toute cette diaspora africaine qui finalement est différente, mais similaire par bien des points. Et donc elle vient ici et je pense qu'on aura une conversation très intéressante. C'est le 8 juillet. C'est le 8 juillet à l'Arawak à 19h. C'est un dîner gala. Bon, elle connaît bien les LCL, elle viendra, j'imagine. Rokhaya est déjà venue ici au moins 2 ou 3 fois. Voilà, je pense que Rokhaya arrive le 7, donc je pense qu'elle va se précipiter pour voir son vieil ami Dani. Elle était même l'invité d'honneur de Caribula. Alors, Jacqueline Pavia, vous retournez au pays pour créer votre entreprise. Bonjour. Bonjour. Alors, tout à l'heure, madame disait que Jyoti Archimède s'est beaucoup battu pour que les femmes créent des entreprises. Et vous êtes un modèle de femme qui revient en Guadeloupe créer une entreprise. Expliquez-nous ça un peu. Écoutez, en tout cas, ce qu'a dit madame a fait écho vraiment dans ce que je vis. Parce que pour une femme, entreprendre, c'est pas facile. C'est un vrai parcours de combattant. Et donc, j'arrive en fin de carrière. Alors, j'ai été engagée en politique en région parisienne. Voilà, je suis aussi une femme croyante, donc ça a fait des échos. Et en revenant, puisque mon mari est à la retraite, nous sommes rentrés. Et pour moi, c'était important aussi d'apporter notre contribution à faire aussi développer notre pays. Donc, moi, je suis sur la commune de Bouillante. Et dans mes différentes responsabilités, j'ai vu comment un peu les gens galéraient lorsqu'ils voulaient faire une demande administrative, comment ils étaient accueillis parfois dans nos institutions, on peut dire parfois maltraitantes, lorsqu'on reçoit des gens dans des conditions un peu indignes. Donc, j'avais ce projet d'ouvrir une cyberbase pour accompagner les personnes. Ça s'appelle Cosette Service. Pourquoi Cosette Service? Alors, c'est une bonne question. Vous savez, on a tous notre nom de savane. Moi, c'est Jacqueline, mais mon prénom, on m'a toujours connue à Bouillante pour Cosette. Ah, et donc, d'accord. J'ai fait une petite Cosette, alors vous avez fait un jeu de mots. Cosette. Alors, une espèce de médiation numérique. Expliquez-nous un peu. Voilà, donc j'ai la formation aussi pour être médiatrice sociale et médiatrice interculturelle. Donc, l'idée, c'est d'accueillir des personnes. Alors, c'est une petite entreprise, mais c'est une entreprise qui porte des grandes valeurs de respect, de convivialité et de bienveillance. Donc, l'idée, c'est d'accompagner les personnes dans leur démarche administrative. S'il y a des personnes qui sont autonomes, qui peuvent utiliser un ordinateur pour faire une recherche, parce que parfois on peut ne pas avoir une connexion Internet. Mais là, en travaillant un peu pour créer cette entreprise, le modèle économique ne tenait pas qu'avec ça. Donc j'ai fait une enquête pour savoir ce que les gens de la population de Bouillante avaient besoin. Et c'est vrai, il y a eu deux, trois propositions, mais il y a une des propositions qui est arrivée, disons, en tête, c'était le besoin d'une mercerie. Alors, une mercerie à Bouillante, pourquoi aussi? Alors voilà, parce que je découvre là, ça fait 15 jours que nous sommes, que c'est ouvert, qu'il y a beaucoup de gens qui créent, il y a beaucoup de gens qui font de la couture. Et trouver une bobine de fil, il faut aller à Basse-Terre ou bien il faut aller à Pointe-à-Pitre. Donc voilà, les gens trouvent quelque chose à proximité. Et donc l'idée aussi, même si c'est une entreprise, mais c'est une entreprise un peu responsable, un peu aussi participants. Donc, on va travailler des ateliers ensemble, on va faire vivre cette entreprise et donc on aura aussi des cours de couture. C'est pourquoi on a mis créative, des ateliers pour que les gens puissent apprendre. Même de la broderie? La broderie. Même de la broderie? Même de la broderie, du tricot, voilà. Pour apprendre, pour que les gens puissent faire. Donc, il y aura des choses, par exemple, les cours de couture seront payants, puisque c'est une professionnelle, mais les ateliers, ça va être avec ceux qui connaissent, qui peuvent aussi. C'est une forme de solidarité aussi que j'ai envie de développer. Oui, et tout a commencé déjà.
Tout a commencé depuis le 11 juin. Nous avons ouvert l'espace. Vous êtes où à Bouillante? Alors, nous sommes à Matonne. C'est une petite section. Ah oui, c'est à Matonne, il faut monter. Ça monte un peu, mais pas trop. C'est 700 mètres en quittant la nationale. Non, on ne va pas jusqu'à village. Jusqu'à village, d'accord. Voilà. Et donc, et les gens commencent à se déplacer. Et ce qui me fait vraiment plaisir, c'est que lorsque les gens arrivent, ils sont contents justement d'avoir quelque chose de très près, de très proche. Bon, alors j'ai vraiment un panel là, de femmes comédiennes, directrices de culture, entrepreneurs, mais les femmes sont en mouvement, visiblement. Vous avez l'air étonné. Mais non, j'apprécie au contraire. Les femmes ont toujours été, hein. Oui. Même avant, on sait que nos mères, nos grands-mères. Oui, c'est vrai. Bien que je sais qu'on n'aime pas trop dire sur le potomitan, les femmes potomitan. Nous refusons ce terme. Oui, pourquoi en fait? Pourquoi on refuse ça? Mais elle était seule. Normalement, elle avait besoin d'une aide à ses côtés. C'est parce qu'elle était obligée de tout faire. Potomitan. Alors, on peut être potomitan, mais il faut être. Moi, ça me gêne pas le nom, mais simplement, il faut être conscient de ce que peut faire et les limites du potomitan. Oui. Voilà. Ouais. Si on n'est pas conscient. Ce sont des roses cayennes. Des roses cayennes. Elisabeth, vous êtes potomitan ou pas? Non, je ne suis pas potomitan puisque je suis quelqu'un de foncièrement souple. Et je trouve que le mot potomitan, c'est rigide. On a l'impression qu'il n'y a pas d'évolution, qu'on ne bouge pas. Oui, d'accord. Je pense que c'est un terme qui dessert la femme. Oui, c'est absolument. Mais non, mais je trouve quand même, parce que je reçois ici beaucoup de gens, j'avoue que je reçois plus de femmes que d'hommes. Et ce n'est pas un choix personnel, c'est l'actualité qui emmène beaucoup de femmes ici. Ça veut dire... Comment? Elles entreprennent, c'est vrai, il y a beaucoup de femmes qui entreprennent. Je pense que c'est lié à leur histoire. Elles ont souvent été brimées, donc elles savent comment réagir face à l'adversité. Je pense que leur mère les prépare. Je pense qu'une mère dit souvent à sa fille qu'elle va souffrir. Il faut que l'enfant qui grandit, la petite fille... Une mère ne dit pas forcément à un petit garçon que la vie sera difficile. Oui, elle le dit à sa fille. Du coup, au premier écueil, l'homme tombe, pas, étonné, et nous on continue puisqu'on sait, on est préparé. Oui, ça veut dire exagérer. Au premier écueil, l'homme tombe. Pas comme ça. Il m'a dit quelque chose, le technicien de Sonis. Quand il fallait transporter le décor, j'ai dit, je reconnais à l'homme la force physique. Il a dit oui, à la femme, la force mentale. C'est vraiment bien. Voilà. Ouais, vous me tuez là. C'est vrai que c'est un terme, moi je partage ce qui est dit, mais en même temps je pense qu'on aura à gagner aussi parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont cette posture de potomitan qui ne le savent pas. Et ça, c'est encore plus dangereux. Oui. Voilà. Donc, aider à se dire, et comment on va réajuster cette posture de potomitan pour que ce ne soit pas vraiment celle qui on peut... Quelle différence il y a entre le potomitan et la rose cayenne alors? Potomitan. La rose cayenne, déjà le nom rose cayenne, c'est un terme que madame... Angélique, c'est ça? Non, c'est pas... Pas Angélique, l'autre, plus âgée. Oui, je sais. Gaspard Méride. Madame Gaspard Méride. Elle utilise et elle refuse le terme de potomitan. Mais je voudrais surtout souligner que dans la pièce, Gerty Archimède dit à un moment donné, la principale vertu de la femme, c'est le courage. Les femmes sont courageuses face aux aléas de l'existence. Femme debout pour Fébec. Donc, quelque part... nous savons que la femme, c'est pourquoi je dis qu'elle a toujours été comme ça, même pendant l'esclavage. Quand on a cette figure mythique, si on veut, parce qu'on ne sait pas encore si elle a vraiment existé, solitude, mais elle représente, elle est un mythe, représente toutes les femmes qui n'ont point reculé aux jours sombres de 1802, et même avant. Alors, c'est l'occasion de parler de moi, Lumina Sophie. Ça tombe très bien. C'est la solitude de la Martinique. C'est la solitude de la Martinique. Lumina Sophie, c'est quand on présente Chantal Clem, le 30 juin. Le 30 juin, ça tombe très bien. Oui. Alors, Lumina Sophie, c'est cette dame, cette jeune femme de 20 ans qui, en 1870, pendant l'insurrection en 1870, s'est battue et a été emprisonnée et a été envoyée au bagne. Elle y est morte 10 ans après. À 31 ans. Donc effectivement, elle représente bien cette femme. Je connais parce qu'avec le lycée Bainbridge, nous avons une pièce sur les héros.
à partir des héros qui sont sur le boulevard. Oui. Et je suis allée fouiller, j'ai pris cette héroïne martiniquaise. Oui, Lumina. Et la pièce sera jouée l'année prochaine. Ah ben, vous très avez bien, écrit une avec pièce les élèves du lycée. Avec les élèves du Maurice. lycée. Ah ben, très bien. Alors Chantal Clem est là, ça serait bien que vous veniez. C'est jeudi, ce jeudi-ci, à partir de 18h30. Oui. Et Femmes qui cassent sera là aussi, donc ça sera une soirée pour les femmes aussi. Mais nous invitons les hommes, Oui. Ah, quand même, on peut venir quand même. parce qu'on vous aime bien. Ah, d'accord, merci. Ah, quand même. Bon. Ben, Ah oui, Chantal, exactement. Alors vous la recevrez, elle a tellement de choses à dire. oui, bien sûr, je vais la recevoir, Madame Clem, parle un petit peu de Lumina, parce qu'on ne la connaît pas beaucoup en Guadeloupe. Oui, et c'est vrai que. Alors, la pièce sur Lumina, ce sera quand C'est pas Eliane sur elle, c'est sur les héros de la Caraïbe, parce que vous savez que le lycée Bainbridge se trouve sur le boulevard. Donc Oui. les élèves voient ces statues, Solitude, Delgrès, Ignace, et ignorent leur histoire. D'accord. Donc nous avons créé, c'est une pièce que j'ai écrite, Oui. mais aussi en partant des barrages, de tout ce qu'il y a eu. C'est la jeunesse même qui s'exprime, qui dénonce tout ce qu'il y a, tous les problèmes. Comment va s'appeler cette pièce Yoté pour nous, c'est. Ah, il était Quelque prononcé. part. Ah, d'accord. Parce qu'il faut connaître l'histoire, parce qu'ils reviennent, les héros. Oui. Et ils demandent aux jeunes, mais qu'avez-vous fait de cet héritage que nous avons laissé? Eux-mêmes, ils racontent tout ce que les jeunes leur demandent. Eh bien, dites-nous ce que vous avez fait. Donc, chaque personnage parle, même Anna Kaona. Oui. Ouais, elle est là sûr, aussi, ouais. il y a Toussaint Louverture. Et il y a même Schellcher. Il y a Parce que la Schellcher. vérité à propos de Schellcher est établie. Place Schellcher, boulevard Schellcher. Et pourtant, c'est pas lui. On doit pas. C'est pas à Comment Schellcher dire, qu'on pas doit Schellcher qui la libère libération. nous? Ah, pas Non, Schellcher pas qui libère. Schellcher. Il a contribué quelque part. Oui. Parce qu'il a accepté que ce soit les esclavagistes qui soient indemnisés. Oui, Mais enfin, indemnisés, il fallait. oui. Bon, enfin, on va pas rentrer là-dedans, mais ce sera pour l'année prochaine. Est-ce Mais qu'il- j'ai tenu à quand même est-ce qu'il qu'il y y ait aura- une héroïne martiniquaise. Eliane, est-ce qu'il y aura Nani Nani était là. J'ai Nani aussi, Ah, mais Nani aussi, on a voulu faire un choix. Mais Oui. Nani, je l'ai aussi. J'ai tout ce qu'il faut sur C'est Nani. vraiment important que vous fassiez ça avec les Voilà. élèves de Bainbridge, avec le nouveau lycée. Parce qu'il ne faut pas qu'ils oublient que cet endroit-là, Bainbridge, Oui, c'est un lieu de résistance. Oui, c'est un lieu de résistance. Tout à fait. Et c'est vraiment important parce que là, on a un nouveau lycée Oui. avec des élèves que je trouve de plus en plus impliqués dans leur histoire. Il y a vraiment une espèce d'ébullition de la part des élèves de Bainbridge. Ils sont tellement contents d'être dans un lycée neuf Voilà. Oui. qu'ils prennent vraiment part dans la vie sociale du lycée et faire des choses qui rappellent justement la résistance, la symbolique de ce lieu-là, c'est vraiment important. Parce qu'à un moment donné, Solitude leur dit nous ne voulons plus que vous nous regardez comme des statues là, avec des fientes d'oiseaux, etc. On vous entend, mais bon, enfin, c'est un peu c'est de la fiction, mais voilà. Alors, ils doivent construire la société de demain, l'entente, société de vivre ensemble. Hein, voilà, et c'est ce qui est bien. Oui. Bien, alors, rendez-vous demain soir, 20h. De soir. Alors, je vais parler des comédiens qui sont avec nous. Oui, très rapidement. Oui, alors nous avons Aline Mugerin, qui Oui. est la mère. On qui la après- connaît très bien ici. La grand-mère, voilà, Oui. je sais, sa chronique. Donc voilà, il y a aussi Gabriel Mugerin, le Oui. seul homme de la, Oui. de la pièce. Oui. Nous avons Mélissa Desbois, Gladys Yard, Ruth Terrine, Olga Madelon et la chanteuse Nadia, le nom m'échappe, mais voilà, Ouais. Nadia Eli. Oui, En tout cas... et puis vous aussi. Et puis bon, moi aussi, je suis metteur en scène, mais je suis aussi comédienne. Et alors, j'invite... et puis bon, nous avons eu des sponsors. Ça n'a pas été facile, hein. Joseph Moueza, M. Pravaz, M. Jeanqui. C'est après que la région a acheté la pièce pour Oui. cloturer l'année Gertier Archimède. Mais pour monter la pièce, il faut des sous. Oui. Et j'ai eu quand même de l'aide de nos entrepreneurs d'ici, surtout M. Joseph Moueza, M. Jeanqui, M. Pravaz. Je dis merci. Bon. Donc la pièce est jouée demain soir Oui. à Sonis à 20h. Et samedi Mais à c'était Basse-Terre. sur invitation, donc je crois qu'il n'y a plus d'inscription. Et samedi à à Basse-Terre le Basse-Terre. 2 juillet Oui. à l'auditorium Jérôme Clény. Oui. Donc à 20h, il y a un prix, un tarif pour les jeunes et les seniors. D'accord. Et voilà, je peux dire, Oui. 15 € pour le tout public, 10 € pour le junior. Et voilà. Donc nous rendez-vous- invitons la population de Basse-Terre à venir connaître cette dame qui a été Ouais. maire à Ne vous Basse-Terre. inquiétez pas, les jeunes Basse-Terre Voilà, seront et là. qui trône sur la... Elle a une histoire, cette dame. Alors, rendez-vous chez vous à partir de
Écoutez, c'est du mardi au vendredi, de 9h. De 9h à 17h. De 9h à 15h. Oui. Et le jeudi, sur rendez-vous, pour avoir un espace de confidentialité. Et c'est à Matone. Voilà, c'est à Matone à Brouillante. Et le samedi, de 9h à 13h. Voilà. Bien. Elisabeth, ça a déjà commencé le Black Market depuis jeudi. Ça continue jusqu'au 3 juillet. Oui. 7 juillet, 3 juillet, on a le finissage aussi d'Aqua-Bar. Il faut absolument aller voir aussi Aquaba. Il était dans un film récemment à Aquaba. Hein? Ah oui, sur les Blancs Matignons. Sur les Blancs Matignons, et le 7 juillet, on a ADN Caraïbes, ça nous concerne tous. Et après, le 8, il y a... Et après le 8, on a Rokaya, Ayo, et entre-temps, on a Lumina. Et on a Lumina le 30 juin. Avant le programme. Oui, un vrai programme. Voilà. Merci, mesdames, en tout cas, d'être venues dire tout ça. On va recevoir une autre dame tout à l'heure, Evelina Demar. Elle va parler de la tenue des assemblées générales dans la chronique ABC des entreprises. A tout de suite, deuxième pause. C'est parti. Voilà, c'est la dernière séquence du ZCL News aujourd'hui. On va recevoir Evelina Demar. Bonjour. Bonjour, Danick. Bonjour. Tout va bien? Tout va bien. Chronique des entreprises dans un instant. La tenue des assemblées générales, c'est nécessaire dans une entreprise, une assemblée générale? C'est obligatoire dans certaines sociétés. Pour toutes les sociétés? Pas toutes les sociétés. Pour les associations, je crois que c'est uniquement pour les assos. Non, les sociétés aussi. Les sociétés de type commercial particulièrement, SA, enfin... Mais quand on est tout seul dans son entreprise, comment on fait une assemblée générale? Tu dois aussi tenir une assemblée avec toi et toi. Mais bien sûr, tu t'assois et tu fais le point. On va en parler dans un instant. On revient à l'actualité. L'actualité, c'est le rallye emploi, 150 postes à pourvoir. On en a besoin effectivement en période de chômage. C'est parti. Maxime Morel. Ce rallye pour l'emploi, c'est une initiative du Conseil régional et de Pôle emploi Guadeloupe avec une particularité. La particularité, c'est que nous avons voulu ouvrir les portes de 65 entreprises à 150 candidats. De ce fait, nous prenons ici départ au Vélodrome pour pouvoir amener ces candidats directement dans les entreprises avec une spécificité. C'est que chaque candidat aura un coach, à la fois pour pouvoir enquêter auprès des employeurs et parfaire les arguments, préparer la séquence d'entretien et surtout finaliser cet entretien par un contrat de travail. Donc une belle opération avec de nombreux partenaires, avec l'initiative, comme je disais, du président du conseil régional, Harry Chalus, et les partenaires, la mission locale évidemment, et le réseau Pôle emploi tout entier qui s'est mobilisé. Manifestation que nous allons encore continuer, que ce soit sur le Moule, sur la Basse-Terre, de manière à permettre aux jeunes de rencontrer les chefs d'entreprise, de pouvoir se vendre. Et aujourd'hui, c'est 150 emplois sûrs qui sont à la clé. Les jeunes partiront sur Jarry, sur Desquela, à la rencontre des chefs d'entreprise. Et d'autres jeunes seront coachés, conseillés sur des formations, sur des questions qu'ils se posent pour pouvoir construire leur avenir. Notre but, c'est d'accompagner les demandeurs d'emploi, accompagner également les entreprises pour faire en sorte que cette rencontre entre le candidat et l'employeur soit la plus belle possible. Donc, en conscience, le candidat et l'entreprise se choisissent. Et c'est ce qui permet finalement de signer un contrat de travail et surtout d'établir de vraies relations de travail. Ça s'appelle job dating. C'est de plus en plus à la mode. Alors, on va revenir sur la remise des prix au CM2 au Petit Bourgeois. C'était à Petit Bourg la semaine dernière. Michel de Papetier, sur place. Ça fait belle lourette que nous faisons. Ça. Nous avons pour cette habitude de donner un petit cadeau lorsque les enfants partent. Il faut dire qu'ils sont restés 8 ans chez nous. Donc, ça a créé des liens. Et puis, ça nous permet de leur donner un cadeau, mais de leur dire, écoutez, vous allez au collège, vous allez passer dans un autre établissement avec un autre fonctionnement, mais vous représentez votre commune à l'extérieur. Ceux qui sont du côté de Fontarabie ou de la Lézarde de Doubin vont à Bémao. Et lorsqu'ils vont à Bémao, ils représentent la notre commune à Bémao. Et leur disait, écoutez, je vais au collège, je vais travailler, je dois réussir. Et là, s'ils arrivent à intégrer ça et s'ils mettent en pratique ce que je viens de dire, cela veut dire que j'aurai de bons citoyens et nous aurons des citoyens guadeloupéens, des gens qui seront capables de reprendre les rênes de la commune, les rênes de la Guadeloupe. Cette manifestation, je trouve que c'est une bonne idée, que c'est une bonne initiative et qu'elle les enfants concluent leur parcours à l'école élémentaire. Certains étaient vraiment très méritants et franchement, c'est une bonne initiative. Nous avons 46 élèves. Ils sont dans 2 classes, il y a 2 classes de CM2 et il y a aussi quelques élèves qui sont dans un double niveau CM1, CM2. L'année n'a pas été simple, celle de l'année dernière non plus, celle d'avant non plus. Donc, et effectivement, celle-ci a été plutôt dure parce qu'on a dû travailler mais à fond jusqu'à la fin pour essayer de récupérer un peu du retard, quelques jours qui ont sauté en début d'année.
Vous vous rappelez qu'on a eu une rentrée qui avait été repoussée. Donc, on a eu beaucoup de travail et des enfants qui n'étaient pas forcément dans de meilleures conditions pour s'investir dans cette année scolaire. C'était très important, puisque c'est une journée particulière pour les élèves. Ils sont récompensés pour le travail qu'ils ont effectué pendant toute l'année scolaire. Et ils sont récompensés de manière très remarquable, puisqu'ils reçoivent des livres. Ils reçoivent des livres qu'ils auront le plaisir de découvrir pendant leurs vacances scolaires. Donc, ils pourront s'occuper à la lecture. Bien, la part du rectorat, c'est l'accompagnement des élèves, comme toujours, former les élèves. Donc, le rectorat est représenté aujourd'hui, bien évidemment, par les enseignants de ces élèves-là, mais aussi par monsieur le doyen des inspecteurs qui accompagnent la manifestation. Alors on va parler un peu de manifestations qui auront lieu avant de donner la parole à Emeline Adimar. Alors, ce soir, sous le BIC Santé, la Coup Santé qu'on a créé, vous allez voir, il y aura tout à l'heure la portée politique du mouvement social à l'expérience des luttes des travailleurs de la santé, du social et du médico-social. Alors, c'est une espèce de, on va le dire, c'est un semblé pour pouvoir réfléchir un petit peu et aller plus loin, si vous écoutez parler et comprendre. Alors, il y a comme intervenant, bien sûr, Raymond Gama du mouvement NOM, mais aussi toute équipe à la Coup Santé, Mouna Edouardville et Kagadeno actuellement, et on la reçoit tous les jeudis. Et le lendemain, vendredi, toute la journée, un deuxième mouvement, ces grandes journées avec les artisans, la culture et la santé. Alors là, ça qui est extraordinaire parce qu'il y aura toutes sortes de choses. Je vous donne un peu ce que Remède Rasier, la menthe, richesse aille, manioc, pour défendre vous. Alors, les gens qui ne savent pas, si vous ne connaissez pas, ben, manioc, la vestigile, ça, si vous revisiter, ça, on peut rater, si vous revisiter, l'éducation, conseil écouté, qui voilà soignant, apprendre le résultat, prise de sang, etc. Soin, et puis qu'on a l'envie. Alors, si on va connaître ça, qu'on a l'envie. Ben, on peut faire éveil. Bref, toute la journée, vendredi, rendez-vous, la Coup Santé. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. On va vous rappeler ça en fin de cette série. Pour l'heure, on va prendre la chronique des entreprises. Générique, c'est parti. Voilà, alors, Emeline, merci d'être revenue. Alors, je disais tout à l'heure que je pensais que les assemblées générales, c'était seulement pour les associations. Même il y a des associations qui oublient d'en faire, mais enfin, je ne vais pas citer de nom. Alors, vraiment, la tenue d'assemblée générale, elle est annuelle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Emeline, pourquoi c'est nécessaire ? Alors, Dani, comme on en parle régulièrement, on parle des chiffres, on parle de la comptabilité, on parle du bilan et compte de résultats, mais il faut savoir quand même que dans une société, comme dans une association, une année est écoulée, donc il y a un bilan entre guillemets à dresser, mais c'est surtout qu'il peut y avoir des actionnaires au sein de la société. Et il faut informer les actionnaires de ce qui s'est passé en fait au cours de l'exercice. Très souvent, le moment qu'ils récupèrent aussi c'est le moment où les actionnaires peuvent dire mais tiens, je peux avoir quelques petits... Exact, c'est aussi le moment où en fait on va décider de la distribution des dividendes en fonction de la situation. Mais alors, quand la société est rentable. Quand la société est rentable, et c'est forcément en fait une décision de gestion et aussi une décision de stratégie. Donc effectivement, chaque année, une fois par an, la loi fait obligation aux dirigeants de société, donc que ce soit SASU, même si c'est une société unipersonnelle, URL, société par action simplifiée, société à responsabilité limitée. Toutes les sociétés doivent tenir, mis à part les entreprises individuelles, puisque ce ne sont pas des sociétés, ce sont des dirigeants seuls qui n'ont pas pour obligation de déposer leur compte au greffe. D'accord. Mais alors, qui convoque cet AG ? Alors justement, dans le cas des SARL, ce sont les gérants qui doivent convoquer les assemblées. Alors, le quid, justement, et très souvent on ne le sait pas, c'est que si ce n'est pas le gérant qui convoque, les seules personnes qui peuvent encore convoquer, c'est le commissaire aux comptes, ou alors si le gérant... Pas les actionnaires.
pas les actionnaires, mais si les gérants refusent de convoquer, ils doivent demander à ce qu'il y ait un mandataire qui effectue le nécessaire, en fait, ou un administrateur. Et donc là, en fait, ça crée des formalités qui sont relativement lourdes, puisqu'il faut s'adresser au tribunal pour le faire. Oui. L'une des solutions pour échapper à, on va dire, à cette problématique, c'est lorsqu'on est dans une SAS, donc dans une société par action simplifiée, c'est la possibilité, en fait, effectivement, que ce soit le président qui convoque l'AG, ou alors que dans les statuts, on désigne et on prévoit que ce soit les associés qui le fassent. Donc, c'est uniquement les SAS dans lesquels on peut changer la forme des statuts. Mais pas dans les SARL. Normalement, c'est le gérant qui convoque les assemblées générales. D'accord. Et c'est, globalement, une AG de société, c'est ce même niveau qu'une AG d'association? Alors, qu'est-ce que tu entends par niveau, Danick? C'est-à-dire de responsabilité, de discussion, d'échange, etc. Le fait de tenir une assemblée générale, ça valide et ça entérine les décisions. Donc ça permet de ne pas faire frapper de nullité les décisions qui auraient été prises. Donc oui, c'est tout aussi important que celle d'une association. La différence, c'est que dans l'association, en fait, il n'y a pas nécessairement la contrainte de tenir cette assemblée générale dans les 6 mois qui suivent la clôture de l'exercice. Les statuts de l'association peuvent prévoir une tenue d'assemblée générale à un autre moment dans l'année. Oui. Alors, quel est le contenu de la convocation? Quand on décide d'une convocation, quel est le contenu? Alors, initialement, l'assemblée générale, comme je disais, va reprendre un peu l'histoire de ce qui s'est passé au cours de l'année. Donc, c'est vrai qu'il faut déjà les comptes annuels, composés de 4 documents, inventaire, compte de résultats, bilan. Alors ça, en général, c'est plus mis à disposition des actionnaires un mois avant la tenue de l'Assemblée générale au siège social. Et dans la convocation de l'Assemblée générale, on va retrouver particulièrement le lieu, la date, l'heure, ainsi que le projet des résolutions. Donc le projet des résolutions... le projet des résolutions est Voilà, le projet de résolution, en fait, c'est déjà une pré-rédaction du PV de l'Assemblée générale. Donc ce projet de résolution permet, entre guillemets, de dessiner la trame de la tenue de l'AG. Et en fait, ça permet aussi aux associés de savoir qu'est-ce qui va être... ce dont il va être débattu. Donc il est important justement que ce projet de résolution soit le plus clair possible et dépourvu d'ambiguïté pour faciliter le vote au niveau des associés. L'avantage très souvent, c'est que lorsqu'on est dans des très petites entreprises, très souvent les associés sont au fait de ce qui se passe au cours de l'exercice, puisque tout le monde s'intéresse quand même à la participation qu'on a. Voilà, exactement. Donc ça... On va dire que dans ce cas-là, l'Assemblée générale devient plus une formalité qu'autre chose, puisque pour la plupart d'entre eux, lorsqu'on est associé d'une société, il est toujours important de se tenir au fait de ce qui se passe au sein de la structure. Et à quel moment il faut appeler, convoquer cette AG? Alors, comme je te le disais, la contrainte, c'est pour les sociétés commerciales de tenir dans les 6 mois qui suivent la clôture de l'exercice. Donc, par exemple... Pour tous les exercices qui se sont clos au 31 décembre 2021, la date limite, c'est le 30 juin. Normalement, il faut que la convocation ait été faite pour le 30 juin. L'avantage, comme je disais, c'est que très souvent, les associés se connaissent entre eux. Ils ont la possibilité, entre guillemets, aussi de se mettre d'accord. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un formalisme à respecter avec l'obligation, normalement, de convoquer l'Assemblée générale par lettre recommandée avec accusé de voilà. Et il y a des délais à tenir pour le respect et la tenue de l'Assemblée générale au 30 juin. Mais l'une des choses qui est possible de faire, c'est que si les associés n'ont pas le temps de tenir l'Assemblée au 30 juin, ils ont la possibilité de demander un délai de prorogation, en général qui est accordé jusqu'au 30 septembre, pour pouvoir satisfaire à l'obligation de tenir l'Assemblée générale. Autre question, quel est le mode de convocation de l'AG? Alors, comme je te le disais, j'ai un peu anticipé ta question, c'est surtout par lettre recommandée avec accusé de réception. Mais, alors, il faut normalement que ce courrier soit envoyé 15 jours au moins avant la date de l'Assemblée générale. Mais les statuts de ta société peuvent décider, en fait, que le délai sera plus important. C'est-à-dire que ça peut être envoyé 1 mois avant l'Assemblée générale, 45 jours avant. Dans tous les cas, comme je te dis, l'ordre du jour, il doit être clairement détaillé. Et il faut savoir que les associés ont la possibilité de poser par écrit aux dirigeants leurs questions. C'est-à-dire qu'avant la tenue de l'AG, avec les comptes, ils ont la possibilité de demander aux dirigeants certaines explications. Et ça, c'est en général plus dans des sociétés de plus grande taille, puisque comme je te le dis, quand on a des actionnaires qui peuvent échanger entre eux, la question ne se pose pas. Et il faut faire attention, effectivement, au respect de ces dispositions, sous peine de nullité, puisqu'en fait, c'est ce que je disais, l'Assemblée générale, c'est quand même assez cadré, et donc il faut respecter tout cela. En général, j'imagine que ce sont uniquement les actionnaires qui viennent à l'AG?
Alors, les actionnaires, mais il y a aussi la possibilité que le gérant non associé soit présent à l'Assemblée, le commissaire aux comptes également, le gérant non associé. Pourquoi? Parce qu'effectivement... Le commissaire aux comptes ne fait pas partie de l'entreprise? Non, du tout pas. Lui, il est désigné légalement lorsque certains seuils sont atteints. Hein, mais il doit être convoqué à l'Assemblée générale. Et comme je te le disais précédemment, dans le cas, par exemple, des SASU, tu m'as demandé est-ce qu'on doit tenir une assemblée dans une SASU. Oui. Tu peux avoir des SASU, en fait, le président, il est différent, en fait, de l'actionnariat. Donc, c'est le président qui gère au quotidien, normalement, mais les associés ne sont pas nécessairement... le président n'est pas forcément associé. Donc, il doit tenir une assemblée générale de telle sorte que les associés aient connaissance des états financiers. Alors, on est pratiquement au terme de la chronique. On a vu un petit peu le lieu, les dates, les modalités. Il manque quand même la clôture. Oui, la clôture se matérialise par le PV d'Assemblée générale. Donc, c'est en général le document qui relate l'ensemble des décisions qui ont été prises, notamment s'il y a eu des distributions de dividendes ou pas. Et en fait, ce PV doit contenir certainement choses obligatoires, telles que la date de l'Assemblée générale, le lieu où s'est tenue l'Assemblée générale, lieu qui peut être prévu dans les statuts, ou qui, si ce n'est pas prévu dans les statuts, qui peut être choisi au sein d'un hôtel, une salle de conférence, une entreprise, un chalet. Oui. Mais bon, nous, en Guadeloupe, il n'y a pas beaucoup de chalets. Un hôtel. Un hôtel, plutôt. Oui, au bord de la rivière. Ça peut être au bord de la rivière. Ah, on peut faire au bord de la rivière sans nager. Là où tu te tiens ton nager. D'accord. L'identification et les qualifications du dirigeant, l'identité de chaque actionnaire, le résumé de la réunion, les rapports et les documents qui ont été soumis à l'Assemblée, ainsi que la feuille de présence, le résultat des votes. Oui. Et au plus tard? Au plus tard, dans un mois, tu as l'obligation de déposer ce PV d'Assemblée générale au niveau du greffe du tribunal de commerce. Donc, ça veut dire au plus tard le 31 juillet, si jamais ton assemblée s'est tenue au 30 juin. Alors, la question, pas bête, mais enfin, qu'on pose quand même. Et si une entreprise ne fait pas d'assemblée générale, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, justement, toutes les décisions qui sont prises peuvent être frappées de nullité. Donc, il faut faire attention par rapport à cette donnée. Et notamment, l'une des difficultés principales, c'est lorsque les associés ne s'entendent pas, plus, parce qu'au début, elles s'entendaient, il et elle s'entendaient, excuse-moi. Oui. Et s'ils ne s'entendent plus, comment on fait puisqu'il n'y a pas eu d'assemblée qui a décidé de l'affectation des comptes? Et bien là, c'est tribunal, c'est judiciaire et c'est beaucoup plus compliqué. Et bien oui, mais pour le coup, tu es embêté parce que ça va être un combat d'avocats pour savoir qui a raison. Mais c'est surtout que les AG ne se sont pas tenus, donc on n'est pas en pleine légalité. Et il peut y avoir des sanctions pénales pour les dirigeants de sociétés qui ne tiennent pas leur AG. Voilà, c'est dit. Si vous avez raté ça, vous avez raté beaucoup de choses. Alors essayez d'aller sur le Facebook de Canal 10 ou celui de ZCL News et vous verrez donc ce que c'est qu'une assemblée générale dans une structure, dans une entreprise, dans une assemblée générale SASU, SAS, SARL et même pour les associations, c'est très important. Et on apprend toujours des choses avec Emeline. On se reverra à la rentrée, j'imagine. Certainement, et avant, certainement au mois de juillet. Ah oui, avant le 13 juillet, on se reverra pour le pot final du ZCL News. Voilà. Mais je crois qu'on a tout dit aujourd'hui, Jordan. On va clôturer le ZCL un petit peu à 12h52, c'est pas trop tôt. On n'est pas en retard aujourd'hui. Alors, j'ai reçu aujourd'hui que des femmes. On commence. Laurence Omana, directrice du département d'ingénierie universitaire, parce qu'il y a une formation d'ingénieurs guadeloupéens. On en a besoin dans le domaine du développement durable, entre autres, et du recyclage. Elle est venue, cette universitaire, nous expliquer qu'il faut que des jeunes qui ont un bac plus 2 viennent s'inscrire, parce qu'il y a une formation qui débute à la rentrée. Il reste encore quelques places. Ensuite, nous avons reçu Elisabeth Gustave, directrice du festival Monde en Vue, et aussi de Arawa Culture, avec elle nous a parlé des expositions qui auront lieu et qui ont lieu en ce moment, Black Market, la venue de Chantal Gem qui va parler de son ouvrage Lumina, de Rukaya Diallo et Ayotométique seront là le 9 juillet. Bref, plein de manifestations culturelles. Une autre manifestation culturelle, c'est la pièce Gertie Archimède, une femme potomitan. Il n'y a pas aimé ça quand on dit ça, mais c'est une femme qui a beaucoup, l'amie du peuple, qui a beaucoup fait pour la Guadeloupe et pour les Guadeloupéens d'une manière générale. Elle était maire de Bastia, députée, la première avocate, etc. etc. C'est une pièce qui, demain soir, à Sionès gratuitement, et à Bastia la semaine prochaine, c'est-à-dire samedi prochain, le 2. On a reçu aussi une chef d'entreprise, Mme Jacqueline Pavilla, qui vient de revenir en Guadeloupe et qui a monté une entreprise de mercerie
et de médiation numérique. C'est très important. Elle est à Bouillante et son entreprise est ouverte tous les mardis de 9h à 17h. On a terminé avec Evelyne Indimar qui nous a parlé de l'Assemblée générale de votre entreprise, monsieur ou madame. Pas rater ça, c'est important. On remercie Jordan pour la réalisation. Et attends, il faut que je ramasse. Ah oui, c'est vrai. Le petit parole à pays là, je de là. Ramasser drive financièrement, il commence à remonter la pente. Mais c'est commencer à ramasser drive, ça veut dire qu'il commence son entreprise ou lui-même financièrement, il commence à remonter la pente. Je vais rappeler 2 manifestations ce soir en Bicla. Il faut être là pour ne pas rater ce qui va se passer. C'est le thème, c'est la politique, la portée politique du mouvement social à l'expérience des luttes des travailleurs de la santé, du social et du médico-social. Je rappelle que ces luttes ont commencé depuis juillet 2021 et ils vont finir. Et c'est M. Raymond Gama qui sera là. Vendredi, toute la journée, vous aurez donc à la Coup Santé toute une série de manifestations. Je ne vais pas tout rappeler puisque jeudi, Mouna Edouardville sera avec nous pour parler de Rimet Grazier, de Manioc en tout genre, qui j'ai pour défendre vous, aussi de Sikakoukou revisiter ça un pays raté. Mouna qui faut pour ton Sikakoukou, bon, moi, là, on va venir jeudi. Et vendredi, donc la Coup Santé, toute la journée, ce sera intéressant. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Ah oui, voilà là, plus belle là. Danser liberté, nouvelle la ligne, danser pour dire, danser pour crier, danser pour la contentement, danser pour douleur, danser pour liberté, danser pour la vie, avec Stella Moutou. Et ça aussi, c'est dans le collectif des organisations de lutte. Et c'est mercredi, demain soir, à partir de 4 heures de l'après-midi. Ben, il bien tout bonnement ces jours-là, ça. Si on ne peut pas sortir, c'est vraiment, je ne veux pas, hein, parce qu'il y a des choses un peu partout. Tous les jours, j'annonce des manifestations. Et c'est tant mieux parce qu'on est resté pendant très longtemps. Trop longtemps. Donc maintenant, on s'expose un petit peu et on se voit. Là, c'est fini pour aujourd'hui. À demain à la même heure. Demain, mercredi, jour de la culture. Il y a Martine, Mangipo. Enfin bref, ça va encore défiler demain. Donc rendez-vous demain à partir de 2h30. Merci, c'est fini. Bon appétit. Bye bye.